Bienvenue dans cet univers fascinant où les saveurs se mêlent aux légendes et où chaque plat raconte une histoire oubliée. Installe-toi confortablement, tamise les lumières et prépare-toi à plonger dans les mystères de la cuisine médiévale. Un monde où les épices étaient des trésors et où les recettes étaient des secrets jalousement gardés. Imagine les cuisines fumantes des châteaux où se croisent nobles et paysans, tous unis par la passion de la gastronomie. Si ce voyage dans le temps te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien manquer de nos explorations. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes la vidéo, cela me ferait plaisir de te connaître un peu mieux. Prêt à éveiller tes sens et à découvrir des saveurs oubliées? Allons-y. Au cœur des sombres siècles du Moyen-Âge, une époque souvent perçue à travers le prisme de la guerre, de la peste et des châteaux fortifiés, se cachait une réalité culinaire fascinante. La cuisine médiévale, loin des clichés de plats insipides et de repas peu raffinés, est un reflet complexe des sociétés qui l'ont façonnée. Pour comprendre cette gastronomie, il est essentiel de remonter le fil du temps et d'explorer ses origines, ses influences et son évolution au gré des siècles. À l'aube du Moyen Âge, vers le veuve siècle, l'Europe était un patchwork de cultures, de traditions et de ressources naturelles. Les Romains, avec leur goût pour la diversité culinaire, avaient laissé un héritage indéniable. Les vestiges de leur gastronomie se mêlaient aux pratiques des populations germaniques, celtes et slaves, donnant naissance à une cuisine riche et variée. Les ingrédients étaient souvent déterminés par la géographie. Les côtes fournissaient poissons et fruits de mer, tandis que les terres intérieures offraient viande, céréales et légumes. À cette époque, la cuisine était avant tout une question de survie. Les méthodes de conservation, comme le salage, le fumage et le séchage, étaient indispensables pour faire face aux saisons rigoureuses. Les épices, bien que coûteuses, commençaient à faire leur apparition, apportant une touche d'exoticité et de chaleur à des plats souvent simples. Les échanges, notamment grâce aux routes commerciales, permettaient à des produits comme le poivre, la cannelle ou le clou de girofle d'atteindre les tables des nobles et des bourgeois, bien que les paysans se contentent souvent d'un simple ragoût de légumes. Au fil des siècles, la cuisine médiévale a commencé à évoluer, influencée par les croisades et les découvertes géographiques. Ces expéditions, qui ont ouvert de nouvelles routes commerciales, ont permis l'importation de nouveaux aliments et de nouvelles techniques culinaires. Les fruits exotiques, tels que les agrumes, commencent à faire leur apparition dans les cuisines des élites. Les recettes se complexifient et les cuisiniers, véritables artistes de leur temps, commencent à jouer avec les textures et les saveurs, suscitant des émotions à travers la nourriture. Cependant, la hiérarchie sociale se reflète également dans la cuisine. Les nobles, qui se distinguaient par leur pouvoir et leur richesse, avaient accès à des mets raffinés, souvent ornés de décorations comestibles, tandis que les classes inférieures devaient se contenter de plats plus rustiques. Les banquets des seigneurs, véritables spectacles de richesse, étaient l'occasion de démontrer leur statut, avec des plats élaborés, des vins fins et des divertissements variés. À cette époque, la nourriture était bien plus qu'un simple besoin, elle était le reflet d'un statut social. Le Moyen Âge a aussi vu la montée en puissance des universités et des monastères, qui ont joué un rôle crucial dans la préservation et la diffusion des connaissances culinaires. Les moines, souvent responsables des cuisines monastiques, ont élaboré des recettes qui respectaient les règles de l'ascèse tout en explorant la variété des ingrédients disponibles. Les livres de cuisine commencent à apparaître, témoignant d'une volonté de partager et d'enregistrer ces savoirs. Ces manuscrits, bien que souvent écrits dans un langage complexe et à destination d'un public élitiste, sont aujourd'hui des trésors inestimables pour comprendre les pratiques culinaires de l'époque. L'alimentation médiévale était également régie par des croyances religieuses. Le calendrier liturgique dictait les jours de jeûne et les périodes de fête, influençant directement les plats préparés. Les jours de jeûne, par exemple, limitaient la consommation de viande, incitant les ménages à faire preuve de créativité avec les légumes, les légumineuses et les poissons. En revanche, lors des fêtes,
Les tables se couvraient de viande rôtie, de pâtisseries sucrées et de vin en abondance. Ces pratiques témoignent d'une culture où la nourriture est intimement liée à la spiritualité et au rituel. Au fur et à mesure que le Moyen Âge avançait, la cuisine a continué à se diversifier, intégrant des éléments des cultures orientales et méditerranéennes, grâce à l'expansion des échanges commerciaux. La Renaissance, qui s'annonçait à l'horizon, allait marquer un tournant décisif dans l'évolution de la gastronomie européenne. Mais avant cela, la cuisine médiévale, avec ses traditions, ses rituels et sa richesse, mérite d'être célébrée. En somme, la cuisine médiévale est bien plus qu'un simple héritage culinaire. Elle est le reflet de la société, des croyances et des évolutions d'une époque. Elle nous rappelle que même dans les périodes les plus sombres de l'histoire, la créativité et le partage autour de la table ont toujours trouvé leur place. Dans les prochains chapitres de ce documentaire, nous explorerons plus en détail les ingrédients, les techniques et les plats emblématiques qui ont marqué cette période fascinante, révélant ainsi les mystères cachés derrière chaque assiette médiévale. Au cœur de la cuisine médiévale, les ingrédients étaient à la fois le reflet des saisons et des régions. Le Moyen Âge, cette période oscillant entre le XVe et le XVe siècle, a vu l'émergence de diverses cultures culinaires influencées par le climat, le commerce et bien sûr les habitudes alimentaires des classes sociales. Les ingrédients, soigneusement sélectionnés, étaient au centre de chaque plat et leur diversité était à la fois fascinante et révélatrice. Commençons par les céréales, véritables piliers de l'alimentation médiévale. Le blé, symbole de richesse, était la céréale de choix pour les nobles. Ces grains fins permettaient de produire des pains aérés, souvent agrémentés d'épices luxueuses. En revanche, le pain de seigle, plus rustique et d'un goût plus prononcé, était la norme pour les paysans. Il est amusant de penser que le pain, élément de base de l'alimentation, était perçu avec un certain snobisme, selon qu'il était fait de blé ou de seigle. Les pains étaient également souvent accompagnés de légumes, de viande ou de poisson, formant ainsi un repas équilibré, du moins pour les mieux lotis. Les légumineuses comme les pois ou les lentilles étaient également courantes dans le régime alimentaire. Elles apportaient protéines et nutriments essentiels et étaient souvent utilisées dans des soupes ou des ragoûts. Paradoxalement, ces aliments, bien que peu coûteux, étaient souvent dépréciés par les classes supérieures qui leur préféraient des viandes plus raffinées. Les paysans, quant à eux, les appréciaient pour leur capacité à nourrir une famille sans trop grever le budget. Il n'est pas surprenant de constater que l'histoire de la cuisine est aussi celle des luttes de classe. En matière de légumes, le jardin médiéval était une petite merveille de biodiversité. Oignons, choux, carottes et navets étaient des incontournables. Les légumes étaient souvent consommés en ragoût, cuits avec des morceaux de viande lorsque l'occasion se présentait. Mais attention, le goût des légumes était souvent considéré comme rustique et peu raffiné par les nobles, qui préféraient des plats plus élaborés. L'ironie de cette situation est que les nobles ont parfois eu recours à des légumes comme le pois chiche, que l'on réserve aujourd'hui aux plats végétariens chics. Venons-en aux fruits. Au Moyen Âge, les fruits frais étaient un luxe, réservé aux mois d'été et aux tables des riches. Pommes, poires, cerises et prunes étaient cultivés avec soin, mais les fruits secs comme les figues et les raisins étaient plus largement consommés. Ils étaient souvent utilisés dans des plats sucrés ou des confitures, et parfois même incorporés dans des plats salés, ajoutant une touche sucrée qui est devenue la signature de nombreuses recettes médiévales. Les épices, quant à elles, apportaient une dimension exotique à la cuisine, même si leur coût était prohibitif pour la majorité de la population. Les épices, parlons-en. Le Moyen Âge a vu l'essor du commerce des épices, un véritable trésor convoité qui faisait des merveilles dans les cuisines des riches. Le poivre, la cannelle, le clou de girofle et le safran étaient autant d'invités de choix dans les banquets. Ils servaient non seulement à rehausser le goût des plats, mais aussi à masquer les saveurs des viandes, souvent moins fraîches. L'ironie réside dans le fait que ces épices, qui aujourd'hui peuvent sembler banales, étaient à l'époque des biens aussi précieux que l'or.
Les marchands, traversant des milliers de kilomètres, rapportaient ces trésors d'Orient, enrichissant le patrimoine culinaire européen. Les sauces, quant à elles, faisaient également partie intégrante des recettes. Elles étaient souvent à base de vinaigre ou de vin, agrémentées d'épices pour masquer le goût de viande moins fraîche. Un plat sans sauce était impensable, et chaque chef avait ses propres secrets de fabrication. Les sauces étaient l'art de la cuisine médiévale, à tel point que les nobles rivalisaient d'ingéniosité pour créer des combinaisons toujours plus extravagantes. Imaginez un banquet où l'on servait un gibier arrosé d'une sauce au vin et aux épices, un véritable exploit culinaire. Il est essentiel de mentionner les produits laitiers, bien que leur consommation est variée selon les régions et les classes sociales. Le lait, le fromage et le beurre étaient des aliments de base, surtout dans les régions rurales. Cependant, il y avait une certaine méfiance à l'égard des produits laitiers, jugés trop riches pour ceux qui prenaient soin de leur ligne. Les nobles, souvent soucieux de leur image, les consommaient avec parcimonie, tandis que les paysans les utilisaient sans vergogne pour confectionner des plats nourrissants. Enfin, n'oublions pas la viande, la star incontestée des festins médiévaux. La chasse était un privilège réservé aux nobles, et les viandes de gibier comme le cerf ou le sanglier étaient particulièrement prisées. Pour les classes inférieures, la viande était un luxe occasionnel, souvent remplacé par du poisson ou des volailles. La technique de conservation, comme le salage ou le fumage, était essentielle pour assurer une alimentation variée tout au long de l'année. La diversité des viandes, bien qu'inégale selon les classes sociales, témoignait d'une richesse culinaire incroyable. En somme, la cuisine médiévale était un véritable kaléidoscope d'ingrédients, un mélange de simplicité et de raffinement, de rusticité et d'extravagance. Les choix alimentaires étaient souvent dictés par la disponibilité, mais aussi par les conventions sociales. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des plats traditionnels était le résultat d'une histoire complexe, façonnée par le temps, les échanges culturels et les évolutions des goûts. Les ingrédients de l'époque sont bien plus que de simples éléments de recette. Ils sont le reflet d'une société en constante mutation, où la gastronomie était à la fois art et nécessité. La cuisine médiévale, souvent perçue comme un univers obscur et rudimentaire, s'illustre en réalité par une diversité de techniques de cuisson qui témoignent de l'ingéniosité de nos ancêtres. À cette époque, l'art culinaire ne se limitait pas simplement à l'assemblage d'ingrédients, mais impliquait une compréhension fine des méthodes de cuisson, chacune adaptée aux ressources disponibles et aux conditions de vie. Au cœur des foyers médiévaux, le feu ouvert était le roi incontesté. Les cheminées, bien que rudimentaires, jouaient un rôle central dans la cuisine quotidienne. Ce type de cuisson offrait un spectacle fascinant, des viandes rôties à la broche, des légumes grillés et des bouillons mijotant lentement dans des marmites en fonte. Les cuisiniers, souvent des femmes, maîtrisaient l'art de jongler avec les flammes, ajustant la distance des aliments au feu pour obtenir la cuisson parfaite. Une belle illustration de cette maîtrise est le spit, cette broche sur laquelle les viandes étaient enfilées et tournées lentement au-dessus des braises ardentes. Il n'est pas surprenant que les banquets médiévaux, célébrés avec faste, mettent en avant ces rôtis dorés, souvent ornés de fruits et de fleurs comestibles pour impressionner les convives. Cependant, la cuisson au feu ouvert présentait aussi ses défis. Les risques d'incendie étaient omniprésents et les accidents étaient fréquents. Les cuisines, souvent sombres et enfumées, étaient le théâtre d'une danse délicate entre le feu et les aliments. Fort heureusement, des techniques de cuisson plus sophistiquées allaient bientôt voir le jour. Avec l'évolution de l'architecture, le four médiéval a fait son apparition, offrant une alternative plus sécurisée et contrôlée. Fabriqué en briques ou en terre, ce four était le lieu où la magie de la cuisson prenait une nouvelle dimension. Sa chaleur uniforme permettait de cuire le pain, produit de base de l'alimentation médiévale, mais aussi de rôtir des viandes, de préparer des tartes et de cuire des plats plus élaborés. L'usage du four nécessitait une planification minutieuse, car il était souvent partagé entre plusieurs familles ou artisans.
Ainsi, des tournées de cuisson étaient organisées, les uns préparant leur pain pendant que les autres profitaient de la chaleur résiduelle pour concocter des plats savoureux. Le four à pain, véritable symbole de la communauté, était aussi un lieu de rencontre. Les histoires, les rumeurs et les recettes s'échangeaient alors que la chaleur du four se mêlait à celle des conversations. Mais attention, la cuisson dans ces fours n'était pas sans risque. Les temps de cuisson variaient et un oubli pouvait transformer un pain doré en un charbon noirci. L'expérience et l'intuition des cuisiniers étaient donc primordiales. L'innovation ne s'est pas arrêtée là. Dans certaines régions, les cuisiniers ont commencé à expérimenter avec des techniques de cuisson moins conventionnelles, comme le braisage et le bouillon. Utiliser des liquides pour cuire la viande permettait d'en préserver la tendreté tout en ajoutant des saveurs uniques. Les épices, précieuses à l'époque, jouaient un rôle essentiel dans ces préparations. Celles-ci étaient souvent importées des lointaines terres d'Orient, rendant les plats non seulement savoureux, mais aussi de véritables trésors gustatifs. L'art de la cuisson à la vapeur, bien que moins répandu, méritait également d'être mentionné. Cette méthode, qui consistait à conserver les aliments dans des récipients hermétiques au-dessus de l'eau bouillante, permettait de préserver les nutriments et les textures. Les légumes, en particulier, en sortaient souvent plus colorés et croquants, un véritable exploit à une époque où la fraîcheur des ingrédients était parfois compromise. Il est intéressant de noter que la cuisine médiévale était également influencée par les saisons. En été, les fruits et les légumes étaient à leur apogée, et les méthodes de cuisson légères, comme le gris ou le sauté, étaient privilégiées. En hiver, les plats mijotés et les ragoûts, cuits lentement dans des pots en terre, réchauffaient les corps et les cœurs. Chaque saison apportait son lot de délices et de défis, et les cuisiniers devaient constamment s'adapter. Les ustensiles de cuisine, bien que simples, reflétaient également l'évolution des techniques. Les pots en terre cuite, les poêles en fer et les chaudrons en bronze étaient couramment utilisés. Chaque objet avait un rôle précis et leur fabrication nécessitait un savoir-faire artisanal remarquable. Les artisans potiers créaient des récipients adaptés à chaque méthode de cuisson, permettant aux cuisiniers de tirer le meilleur parti de leurs ingrédients. Enfin, l'impact des croisades sur la cuisine médiévale ne peut être sous-estimé. Le retour des soldats avec des épices, des techniques culinaires et des recettes nouvelles a indéniablement enrichi le répertoire culinaire européen. Les influences arabes et asiatiques ont commencé à se mêler aux traditions locales, ouvrant la voie à une cuisine plus variée et imaginative. Ainsi, les techniques de cuisson médiévale, loin d'être des vestiges du passé, témoignent d'une époque où la créativité et l'adaptabilité étaient essentielles. Chaque méthode, chaque ustensile, chaque plat raconte une histoire, celle d'un temps où la cuisine était un art, un savoir-faire et un moyen de rassembler les gens autour d'une table. En redécouvrant ces méthodes, nous ne faisons pas que raviver des souvenirs. Nous célébrons un héritage culinaire riche et vibrant, une invitation à redécouvrir la magie de la cuisine d'antan. La première chose qui frappait, c'était la profusion des plats. Il n'était pas rare qu'un banquet compte une vingtaine de plats différents, présentés dans des plats en argent ou en étain, parfois même en porcelaine lorsqu'elle commença à faire son apparition à la fin du Moyen Âge. Le choix des aliments était tout un art. Les nobles avaient accès à une variété d'ingrédients que les paysans ne pouvaient même pas imaginer. La viande, en particulier, était au cœur de ces festins. On pouvait y trouver du cerf, du sanglier, de l'agneau, voire du paon, souvent préparé selon des recettes élaborées. Les cuisiniers ajoutaient des épices coûteuses, comme le poivre, la cannelle ou le safran, importés de contrées lointaines. Ces épices, qui coûtaient parfois une petite fortune, étaient non seulement utilisées pour rehausser les saveurs, mais aussi pour impressionner les invités, un peu comme les selfies sur réseaux sociaux aujourd'hui. Le choix des viandes était également influencé par la période de l'année. Au printemps, par exemple, on servait des plats à base d'agneau, tandis qu'en hiver, les viandes fumées ou salées étaient privilégiées. Mais attendez, ne croyez pas que les nobles se contentaient de viande.
Les légumes, bien qu'en général considérés comme des aliments de paysans, faisaient aussi leur apparition dans ces repas, souvent déguisés sous des sauces riches et des assaisonnements. Les poissons, eux aussi, avaient leur place. Les rivières et les mers qui bordaient les terres nobles offraient une variété d'espèces, allant du saumon à l'anguille. La pêche était souvent réglementée, et certains nobles allaient jusqu'à aménager des étangs pour garantir une source constante de poissons frais. Les plats de poisson étaient souvent accompagnés de sauces à base de vinaigre et d'épices, une combinaison qui pouvait sembler étrange à nos palais modernes, mais qui était très appréciée à l'époque. Et que serait un festin sans le vin? Les nobles, amateurs de bonnes bouteilles, ne se contentaient pas de n'importe quel vin. Les crus de Bordeaux, de Bourgogne ou encore de Champagne faisaient régulièrement partie des tables aristocratiques. Les vins étaient souvent coupés avec de l'eau, parfois même épicés, pour en relever le goût. Il n'était pas rare non plus que des boissons plus exotiques, comme des infusions de fleurs ou des hydromels, viennent agrémenter le repas. À la fin du festin, un service de dessert était proposé, tout aussi impressionnant que le reste du repas. Les nobles rivalisaient d'ingéniosité pour créer des présentations à couper le souffle. Gâteaux, tartes, fruits confits et douceurs au miel faisaient partie des délices qui venaient clore ces soirées. Les pâtissiers, véritables artistes en leur genre, rivalisaient d'imagination, sculptant des figures en pâte d'amande ou en sucre pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles. Mais au-delà de la simple nourriture, ces banquets étaient également l'occasion de démontrer son pouvoir et sa richesse. Chaque plat était une déclaration de statut social. Plus le repas était somptueux, plus l'hôte était respecté et admiré. Les nobles utilisaient ces occasions pour tisser des alliances, renforcer des relations ou au contraire afficher leur mépris envers d'autres seigneurs. Les festins étaient aussi un moment où l'art de la conversation et de l'éloquence prenait tout son sens. Les rires, les chants et les récits épiques résonnaient dans ces halls, mêlant le plaisir de la gastronomie à l'art de la diplomatie. Il est intéressant de noter que, bien que les repas des nobles soient souvent synonymes d'excès, il existait également un certain code de conduite. Les manières à table étaient strictement observées. On ne se servait pas soi-même, mais attendait que le serveur vous offre un plat. Seul le maître de maison avait le droit de commencer à manger, et il était de bon ton de ne pas faire de bruit désagréable en savourant les mets. Une ironie, n'est-ce pas? Dans un monde où l'on se battait pour des terres et des privilèges, il fallait garder ses manières à table. Ainsi, les repas des nobles, avec leur mélange de délices culinaires, de rituels sociaux et de démonstrations de pouvoir, révèlent une facette fascinante de la vie médiévale. Ces festins, plus que de simples repas, étaient des spectacles où se jouaient des enjeux bien plus importants que la simple satisfaction de la faim. Leurs échos résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que la gastronomie est un reflet de notre histoire, de nos valeurs et de notre place dans le monde. Dans l'ombre des châteaux majestueux et des banquets opulents, se cache un monde moins glorieux, mais tout aussi fascinant, celui de l'alimentation des paysans au Moyen Âge. Loin des mets raffinés que l'on imagine souvent, la cuisine des classes inférieures se compose d'une multitude d'éléments qui témoignent d'une vie quotidienne marquée par la simplicité, la rudesse et parfois l'ingéniosité. Pour comprendre l'alimentation paysanne, il faut d'abord se plonger dans le contexte agricole de l'époque. Les paysans, souvent vassaux de seigneurs, cultivaient la terre dans des conditions parfois difficiles. Leur régime alimentaire était donc directement influencé par les saisons et la qualité des récoltes. Le pain, fait principalement à base de seigle ou d'orge, était la pierre angulaire de leur alimentation. Un bon pain, qui se conserve, est un peu comme un ami fidèle. Il ne vous trahit pas, même lorsque les autres mets font défaut. Mais que pouvait-on trouver d'autre dans l'assiette rustique du paysan? Les légumes, bien que souvent négligés par les classes supérieures, prenaient une place de choix. Les pois, les fèves, les choux et les oignons constituaient des compagnons de table essentiels. Ils étaient cultivés dans les potagers familiaux, et leur consommation variait en fonction des saisons. En été, on se régalait de courgettes et de navets,
tandis qu'en hiver, les légumes racines, conservés dans la terre ou dans des caves, apportaient un peu de réconfort face au froid mordant. Ah, les légumes. Souvent, on les voyait accompagnés d'un peu de lard ou de viande, mais celle-ci restait un luxe rare pour les paysans. Les jours maigres, lorsque la consommation de viande était prohibée par l'Église, voyaient les paysans recourir à des soupes épaisses à base de légumes et de céréales. Ces plats étaient souvent agrémentés d'herbes sauvages cueillies dans les champs ou les forêts alentours. Une manière astucieuse de rehausser les saveurs, mais aussi de bénéficier des propriétés médicinales de ces plantes. Qui aurait cru qu'un simple pissenlit pouvait soigner tant de maux? Le poisson, bien que plus accessible dans les régions proches des rivières ou des côtes, était également une denrée précieuse. Les paysans pêchaient souvent pour compléter leur alimentation, mais il était aussi courant d'échanger du poisson contre d'autres produits. Les jours de jeûne, le poisson devenait une véritable aubaine. Mais attention, le poisson frais, c'est bien, mais le poisson salé, c'est encore mieux. Pour le stockage, bien sûr. Les techniques de conservation, comme le salage, étaient essentielles pour prolonger la durée de vie des aliments, surtout en période de disette. L'alcool, quant à lui, faisait partie intégrante de la vie paysanne. Le cidre, la bière et le vin, lorsque le raisin était à portée de main, étaient consommés avec modération, mais régulièrement. Boire de l'eau pouvait s'avérer dangereux, et les boissons fermentées étaient souvent mieux acceptées par le corps. Un bon verre de bière à la fin d'une dure journée de travail était presque un droit, un petit moment de réconfort au milieu des labeurs. Cependant, la cuisine paysanne ne se résumait pas à une simple liste d'ingrédients. Les techniques de préparation et de cuisson jouaient un rôle crucial dans la transformation de ces aliments bruts en repas nourrissants. Les soupes mijotées, les ragoûts et les bouillies étaient des plats courants. Tout se cuisinait dans une grande marmite, souvent suspendue au-dessus du feu. Les ustensiles étaient rudimentaires, mais cela ne faisait qu'ajouter à la créativité des cuisinières, qui savaient tirer le meilleur de ce qu'elles avaient sous la main. Il convient également de noter que l'alimentation des paysans était souvent rythmée par le calendrier. Les fêtes religieuses et les saisons marquaient des moments de repas plus copieux, où l'on pouvait enfin se permettre un peu de viande ou des gâteaux préparés avec soin. C'était l'occasion de partager des mets plus élaborés, souvent préparés par les femmes, gardiennes des traditions culinaires. Ces repas festifs, bien que rares, étaient attendus avec impatience et s'accompagnaient de chants et de danses, un moyen de célébrer la vie malgré les difficultés quotidiennes. Il est intéressant de s'attarder sur les croyances et superstitions qui entouraient la nourriture. Les paysans avaient souvent des rituels liés à la récolte ou à la préparation des plats. Certains croyaient que certaines herbes avaient le pouvoir d'éloigner les maladies ou d'assurer une bonne récolte. Ces pratiques, bien que parfois perçues comme des superstitions, témoignent d'une compréhension instinctive des cycles naturels et d'un lien profond avec la terre. Ainsi, l'alimentation des paysans au Moyen Âge nous offre un aperçu précieux de leur mode de vie. Bien que leur cuisine soit souvent décrite comme rudimentaire, elle était en réalité le reflet d'une résilience et d'une inventivité remarquables. Les paysans savaient faire avec peu, mais ils savaient aussi pager, célébrer et trouver du réconfort dans leur alimentation quotidienne. En somme, derrière chaque bouchée de pain de seigle, chaque cuillère de soupe, se cache une histoire, celle d'une vie marquée par la terre, les saisons et les traditions. La cuisine médiévale des classes inférieures, loin d'être un simple détail historique, mérite d'être célébrée pour sa richesse et sa diversité. Dans l'ombre des festins seigneuriaux, elle raconte une histoire d'humanité, d'efforts partagés et de joie simple. Voilà un mystère de la cuisine médiévale que l'on ne peut que saluer. Au cœur de la cuisine médiévale, les épices occupent une place à la fois fascinante et énigmatique. Elles étaient bien plus que de simples assaisonnements. Elles incarnaient un luxe inestimable, un symbole de statut social et un moteur économique puissant. Dans un monde où la conservation des aliments posait un défi de taille,
les épices se sont révélées être des alliées précieuses, tant pour masquer les saveurs des viandes mal conservées que pour rehausser les plats des nobles. À cette époque, les épices étaient importées de contrées lointaines, l'Inde, les îles de la Sonde et même l'Afrique du Nord. Le poivre, la cannelle, le gingembre, le clou de girofle et le safran figuraient parmi les plus prisés. Ces trésors exotiques étaient acheminés par des caravanes et des navires, traversant des océans tumultueux et des territoires hostiles, pour finalement atterrir sur les tables des aristocrates européens. Le poivre, en particulier, était aussi convoité que l'or. Il était si cher qu'il était souvent utilisé comme moyen d'échange, et certains marchands n'hésitaient pas à le comparer au prix d'un esclave. Dans les cuisines des seigneurs, l'utilisation des épices était un signe ostentatoire de richesse. Un banquet médiéval ne serait pas complet sans une profusion de plats hauts en couleur et savamment épicés. Loin d'être de simples accompagnements, les épices jouaient un rôle central dans la présentation et la saveur des mets. Les chefs de cuisine rivalisaient d'ingéniosité pour impressionner leurs hôtes, concoctant des recettes où le mélange des goûts et des arômes était essentiel. L'ajout de safran pour teindre un plat d'un jaune éclatant ou l'utilisation de cannelle pour apporter une touche sucrée étaient des pratiques courantes. Cependant, le rôle des épices ne se limitait pas à leur contribution gustative. Elles avaient également des vertus médicinales, largement reconnues à cette époque. Les écrits des médecins médiévaux, souvent influencés par la médecine arabe, mentionnent fréquemment les bienfaits des épices pour la santé. Le gingembre, par exemple, était prisé pour ses propriétés digestives, tandis que le clou de girofle était censé combattre les maux de dents. Dans un monde où la médecine moderne n'existait pas encore, ces croyances jouaient un rôle crucial dans l'utilisation quotidienne des épices. Pourtant, il est important de ne pas perdre de vue que l'accès à ces trésors était réservé à une élite. La majorité des paysans de l'époque médiévale ne pouvaient se permettre d'acheter des épices, et leur alimentation se composait principalement de céréales, de légumes et de quelques fruits. Les épices, dans ce contexte, étaient un luxe inaccessible, renforçant ainsi les inégalités sociales. Il est presque ironique de penser que ce qui était considéré comme un simple assaisonnement pour les riches pouvait, pour les pauvres, représenter un monde de saveurs inexplorées. Avec le temps, la popularité des épices a conduit à l'émergence de réseaux commerciaux complexes. Les marchands, souvent d'origine italienne, ont su tirer parti de cette demande croissante. Venise, en particulier, est devenue un carrefour incontournable pour le commerce des épices. Les échanges entre l'Orient et l'Occident ont non seulement enrichi les coffres des marchands, mais ont également permis un échange culturel sans précédent. Les recettes, les techniques culinaires et même les récits de voyage se sont répandus à travers l'Europe, influençant la gastronomie des différentes régions. Cependant, l'expansion du commerce des épices a également suscité des rivalités. Les grandes puissances européennes, désireuses de contrôler ces routes commerciales lucratives, ont déclenché des guerres et des explorations. Les voyages de Christophe Colomb, de Vasco de Gama et d'autres explorateurs ont été en grande partie motivés par la quête de nouvelles sources d'épices. Ces expéditions, bien que marquées par des découvertes, ont également eu des conséquences dévastatrices pour les populations autochtones des territoires conquis. À la fin du Moyen Âge, alors que le monde s'ouvrait à de nouveaux horizons, les épices ont commencé à perdre un peu de leur statut de luxe. L'essor du commerce maritime et la découverte de nouvelles routes ont facilité l'importation d'épices, les rendant progressivement plus accessibles. Ce qui était autrefois un privilège des nobles est devenu, au fil des siècles, un ingrédient courant dans la cuisine des classes moyennes et même des paysans. Ainsi, le voyage des épices à travers le Moyen Âge nous éclaire sur bien plus que de simples plats savoureux. Il nous parle de commerce, de pouvoir, de culture et de société. Les épices, ce luxe devenu nécessaire, ont façonné la cuisine médiévale tout en reflétant les aspirations et les luttes d'une époque en pleine transformation. Aujourd'hui encore, ces ingrédients continuent d'influencer notre façon de cuisiner et de vivre, témoignant de l'héritage durable de cette époque fascinante de l'histoire culinaire.
Dans le tumulte des banquets médiévaux, où les nobles se vautraient dans la richesse et la décadence, il y avait une constante qui unissait toutes les classes sociales, la boisson. Que l'on soit un seigneur à la table ornée d'or ou un paysan au tavernier, les boissons médiévales étaient bien plus que de simples rafraîchissements. Elles jouaient un rôle crucial dans les interactions sociales, les rituels et même les structures de pouvoir. Commençons par le vin, cette boisson noble au goût de soleil, qui était l'apanage des riches et des puissants. Dans les régions viticoles, comme la Bourgogne et la Champagne, le vin était bien plus qu'une simple boisson. Il était un symbole de prestige. Les seigneurs faisaient souvent preuve de leur richesse en offrant des crus raffinés lors de leurs réceptions. Cependant, il n'était pas rare que le vin soit coupé d'eau, voire d'épices, pour adoucir son goût et le rendre plus accessible. À la cour, le vin était aussi un moyen d'affirmer son statut, de tisser des alliances et parfois même de sceller des pactes. Un bon vin pouvait faire pencher la balance des négociations et un mauvais choix pouvait entraîner l'ire des convives. Mais que dire des masses, celles qui ne pouvaient pas se permettre de sirop de raisin? Pour eux, la bière était la boisson de choix. Plus accessible et souvent moins onéreuse que le vin, la bière était fabriquée dans de nombreux foyers. Les femmes, en particulier, étaient des maîtres brasseurs, et leur réputation pouvait reposer sur la qualité de leurs produits. La bière, souvent de faible teneur en alcool, était consommée à tout moment de la journée, même par les enfants. Elle était perçue comme une source de nutrition, et sa consommation était largement répandue dans les tavernes, véritables lieux de socialisation. L'importance sociale de la bière ne doit pas être sous-estimée. Elle était souvent servie lors des fêtes et des célébrations, unissant les gens au-delà des classes sociales. Dans les tavernes, des histoires étaient racontées, des rumeurs circulaient, et les alliances se formaient autour d'une pinte bien pleine. C'était le lieu où les paysans pouvaient rêver d'un monde meilleur, parfois à travers quelques gorgées. La bière avait même sa place dans les rituels religieux, où elle était utilisée pour les offrandes. Les boissons médiévales ne se limitaient pas au vin et à la bière. Les tisanes et les hydromels, par exemple, étaient également populaires. L'hydromel, fait de miel et d'eau fermentée, était souvent considéré comme une boisson royale, mais il était aussi apprécié par les classes plus modestes. Quant aux tisanes, elles étaient consommées pour leur vertu médicinale, un remède à la fois apaisant et réconfortant après une longue journée de labeur. Il n'est pas surprenant de constater que les boissons avaient aussi leur lot de superstitions et de croyances. Le vin, par exemple, était souvent associé à la divinité, et les gens croyaient que sa consommation pouvait apporter la prospérité. Les taverniers, véritables figures emblématiques de la vie urbaine, possédaient un savoir-faire ancestral. Ils savaient choisir les ingrédients, doser les épices, et leur mélange était souvent gardé secret. Les tavernes n'étaient pas seulement des lieux de consommation, mais des espaces de convivialité, de discussion politique et de partage d'histoire. En cette époque où l'eau pouvait être une source de maladie, la bière et le vin offraient une alternative plus sûre. Fermentées, ces boissons avaient la capacité de tuer certains germes, ce qui en faisait des alliés précieuses pour la santé. C'est ainsi que la bière est devenue le breuvage par excellence, tant pour les classes populaires que pour les nobles. Pourtant, tout n'était pas rose dans le royaume des boissons. Les excès étaient fréquents, et l'ivresse pouvait entraîner des comportements imprévisibles. Les tavernes pouvaient devenir le théâtre de querelles, de bagarres et d'autres scènes de désordre. Cela ne faisait qu'ajouter à l'ambiance tumultueuse de ces lieux, où l'alcool pouvait aussi bien créer des amitiés que les détruire. Au fil des siècles, la production et la consommation de vin et de bière ont évolué, influencés par des facteurs économiques, sociaux et même politiques. Les monastères, en particulier, ont joué un rôle clé dans le développement des techniques de vinification et de brassage. Ils étaient non seulement des lieux de prière, mais aussi des centres de savoir et d'innovation. Les moines perfectionnaient les recettes et les méthodes, contribuant à la création de vins et de bières de qualité qui allaient bientôt faire la renommée des régions viticoles.
En somme, les boissons médiévales ne sont pas seulement des rafraîchissements. Elles sont le reflet d'une époque, d'une culture et d'une société en mutation. Elles racontent des histoires de pouvoir, de liens sociaux et de traditions qui se transmettent de génération en génération. Dans ce monde où l'eau pouvait être tantôt un ami, tantôt un ennemi, le vin et la bière sont devenus les compagnons indéfectibles des hommes et des femmes de la période médiévale, témoins d'une vie riche en saveurs et en histoire. La prochaine fois que vous leverez votre verre, rappelez-vous que vous participez à une tradition séculaire, héritage des siècles passés, où chaque gorgée est une invitation à plonger dans le passé. À l'ombre des grandes épopées culinaires, la cuisine médiévale regorge de recettes oubliées, des trésors enfouis sous les strates du temps. Si l'on pense souvent aux banquets opulents des nobles, agrémentés de viande rôtie et de pâtisseries délicates, il existe une multitude de plats moins connus qui racontent à leur manière l'histoire de cette époque fascinante. Plongeons ensemble dans ces recettes oubliées qui révèlent des facettes insoupçonnées de la gastronomie médiévale et de la société qui l'a façonnée. Commençons par un plat qui pourrait sembler surprenant, le potage. Ce ragoût épais, souvent à base de légumes, de céréales et parfois de viande, était un aliment de base pour les classes populaires. Sa simplicité est trompeuse, car le potage ne se contente pas d'étancher la faim. Il est une métaphore de la vie médiévale. En mélangeant les ingrédients disponibles, il symbolise la solidarité et la survie. Dans un monde où les récoltes pouvaient être capricieuses, ce plat était une manière astucieuse de tirer le meilleur parti des ressources disponibles, un peu comme un cuisinier moderne cherchant à réduire le gaspillage. En passant à l'étagère des épices, nous découvrons une recette moins répandue, les fritters. Ces beignets, souvent sucrés, sont un exemple parfait de la fusion entre le sucré et le salé qui caractérisait la cuisine médiévale. Farcis de fruits, de légumes ou même de viande, ils étaient souvent servis lors des fêtes. L'ironie ici, c'est que ce que nous considérons aujourd'hui comme un snack réconfortant avait une signification bien plus profonde à l'époque. Ces fritters étaient, en effet, une manière de faire briller la richesse des ingrédients et de montrer le savoir-faire culinaire. Les nobles rivalisaient d'ingéniosité pour impressionner leurs convives, tout en masquant parfois des ingrédients moins raffinés sous une couche de sucre ou de miel. Venons-en maintenant aux tartes de pommes. Ces douceurs, bien que semblant simples aujourd'hui, étaient jadis un symbole de prospérité. Les pommes étaient un fruit prisé, et leur utilisation dans les tartes témoignait d'un savoir-faire culinaire avancé. À l'époque, les tartes étaient souvent faites avec une croûte épaisse, servant plus de contenant que de base. La garniture, allant de la compote de pommes à des mélanges plus excentriques, pouvait inclure des épices comme la cannelle ou le gingembre, témoignant des échanges commerciaux qui enrichissaient la cuisine médiévale. En fait, la popularité de ces tartes rappelle que les fruits et les épices importés des lointains pays étaient à la fois des luxes et des symboles de statut social. Un autre plat moins connu, mais tout aussi révélateur, est le pudding. Pas celui que nous connaissons aujourd'hui, mais un mélange de pain, de viande, d'épices et parfois de fruits, cuits lentement. Les puddings étaient souvent associés aux fêtes, mais également aux moments de grande précarité. En effet, ce plat était une façon de ne rien gaspiller, d'utiliser les restes de viande et de pain. Un savant mélange qui, à travers les âges, rappelle la résilience des gens face aux aléas de la vie. Ce qui est fascinant, c'est que le pudding, loin d'être un simple plat, était un acte de mémoire collective, un moyen de préserver les saveurs et les traditions au fil des générations. À côté de ces plats plus traditionnels, certaines recettes évoquent des pratiques culinaires plus obscures, comme celle du brewis. Ce plat à base de pain rassis et de bouillon était un aliment de choix pour les marins, qui l'emportaient avec eux en mer. Le brewis, c'est une manière de dire que même dans l'adversité, la cuisine sait faire preuve d'inventivité. Le mélange de pain, souvent trempé dans un bouillon, était agrémenté de ce que l'on pouvait trouver à bord. Poisson, légumes ou viande salée.
Cela nous rappelle que la cuisine est souvent le reflet de l'environnement et des conditions de vie. L'omelette médiévale est un autre exemple qui nous plonge dans les mystères de la gastronomie d'antan. Composée d'œufs, bien sûr, mais aussi de divers ingrédients comme le fromage, les herbes et parfois des morceaux de viande ou de poisson, cette omelette était loin d'être le simple plat que nous connaissons aujourd'hui. Elle était souvent servie lors de repas importants, un peu comme un clin d'œil à la créativité des cuisiniers de l'époque qui cherchaient à mettre en valeur les produits locaux. Enfin, nous ne pouvons pas passer à côté des gâteaux de miel, dont la douceur évoque des moments de festivité. Ces gâteaux, préparés avec de la farine, de l'eau et bien sûr du miel, étaient souvent offerts lors des célébrations. Ils étaient un symbole d'abondance et de joie, une manière de marquer les événements marquants de la vie, des mariages aux naissances. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces gâteaux, bien que sucrés, avaient également une fonction rituelle, comme une offrande aux dieux ou une célébration de la nature. Ces recettes oubliées, bien plus que de simples plats, sont des témoignages des réalités historiques et sociales du Moyen Âge. Elles révèlent les préoccupations, les traditions et les modes de vie des gens de cette époque. En redécouvrant ces mets, nous ne faisons pas seulement un voyage culinaire, mais une immersion dans l'âme même de la société médiévale. Leurs histoires, bien qu'enfouies sous la poussière du temps, continuent de résonner dans nos cuisines modernes, nous rappelant que la gastronomie est avant tout une affaire de mémoire, de culture et de partage. Dans l'ombre des grandes cités médiévales, là où le tumulte de la vie urbaine cédait parfois la place à une tranquillité monastique, les monastères se dressaient comme des bastions de savoir et de culture. Mais au-delà de leur rôle spirituel, ces institutions ont été des acteurs essentiels dans le domaine de la cuisine. La cuisine monastique, souvent oubliée, mérite une attention particulière, tant elle a contribué à la préservation et à l'innovation des pratiques culinaires de l'époque. Les moines, en véritables gardiens du savoir, ont cultivé des jardins potagers où se mêlaient légumes, herbes aromatiques et plantes médicinales. Ces jardins, souvent clos et soigneusement entretenus, n'étaient pas seulement destinés à nourrir les membres de la communauté, mais aussi à approvisionner les pauvres et les voyageurs de passage. Ils sont devenus, au fil des siècles, des laboratoires de biodiversité où se mêlaient des saveurs variées, allant des plus communes aux plus exotiques. Qui aurait cru qu'un simple monastère puisse être le berceau de tels délices? Loin de se contenter de produire des aliments, les moines se sont également engagés dans une quête d'innovation. Dans leur cuisine, ils expérimentaient des recettes, fusionnant des techniques anciennes avec des découvertes nouvelles. Par exemple, l'introduction du sucre, importé des croisades, transforma radicalement la pâtisserie médiévale. Les moines, à l'affût de ces nouvelles tendances, ont su intégrer cet ingrédient précieux dans leur préparation, donnant naissance à des douceurs qui séduiraient les palais des nobles. Qui aurait cru que la gourmandise des aristocrates avait un lien si direct avec la diligence des moines? L'aspect spirituel de la cuisine monastique ne peut être sous-estimé. La nourriture, pour ces hommes de foi, était souvent un acte de dévotion. Chaque plat était préparé avec soin et respect, et les moines voyaient leur cuisine comme un prolongement de leur prière. De nombreuses recettes étaient élaborées en fonction des cycles liturgiques, respectant des jours de jeûne ou des périodes de fête. Ainsi, les plats végétariens, simples et épurés, faisaient leur apparition les jours de pénitence, tandis que les jours de célébration, des mets plus riches, à base de viande et d'épices, étaient mis à l'honneur. Une sorte de calendrier gastronomique, vous diriez. Les monastères ont également joué un rôle crucial dans la transmission des savoirs culinaires. Dans un monde où l'écrit était un privilège, les moines étaient parmi les rares à savoir lire et écrire. Ils ont ainsi documenté leurs recettes dans des manuscrits, non seulement pour leur propre usage, mais aussi pour partager leur savoir avec d'autres monastères et par extension avec le monde extérieur. Ces écrits, véritables trésors culinaires, nous sont parvenus, offrant un aperçu fascinant des pratiques de l'époque.
On y trouve des instructions détaillées sur la façon de préparer des plats aussi divers que des soupes, des ragoûts ou des confitures. Il est amusant de constater qu'aujourd'hui, certains de ces plats ont traversé les siècles, se retrouvant sur nos tables modernes, mais souvent sans que l'on en connaisse l'origine monastique. En parallèle de ces innovations culinaires, les monastères ont également participé à la préservation des méthodes de conservation des aliments. À une époque où la réfrigération était encore un doux rêve, le salage, le fumage et la fermentation étaient des techniques incontournables. Les moines maîtrisaient ces procédés avec une dextérité remarquable, permettant ainsi de conserver les aliments durant les longs mois d'hiver. Leur savoir-faire en matière de bière et de vin est également à souligner. Non seulement ces breuvages étaient produits en grande quantité, mais ils étaient aussi souvent utilisés comme médicaments, une pratique qui témoigne d'une compréhension avancée des propriétés des ingrédients. Les échanges entre monastères, mais aussi avec le monde extérieur, ont été un moteur d'enrichissement des pratiques culinaires. Les routes commerciales, bien que parfois dangereuses, permettaient le transit d'épices précieuses et d'ingrédients exotiques. Les moines, en contact avec des marchands venus de lointains horizons, ont pu découvrir des saveurs jusque-là inconnues. C'est ainsi que la cuisine monastique a su évoluer, intégrant des influences variées, tout en préservant son identité propre. On peut dire que les moines étaient en quelque sorte des pionniers du métissage culinaire. Il est fascinant de constater que la cuisine monastique, longtemps perçue comme austère et monolithique, était en réalité un véritable creuset d'expérimentation et de créativité. Les moines, loin d'être de simples gardiens de traditions anciennes, se sont révélés être des innovateurs audacieux. Leur capacité à s'adapter aux changements, à intégrer de nouveaux ingrédients et à partager leurs connaissances a eu un impact durable sur la gastronomie européenne. Aujourd'hui, en visitant un monastère ou en dégustant un plat traditionnel, il est bon de se souvenir de ces hommes et femmes qui ont façonné notre patrimoine culinaire. La cuisine monastique, tout en restant ancrée dans la spiritualité et la communauté, a su offrir aux générations futures un héritage riche et varié. Alors, la prochaine fois que vous savourez un plat inspiré de ces temps anciens, pensez à ces moines, véritables alchimistes des saveurs, qui ont ouvert la voie à une gastronomie toujours en mouvement. Qui sait, peut-être que les mystères de la cuisine médiévale continueront d'inspirer nos cuisines contemporaines. Les saisons ont toujours joué un rôle fondamental dans la cuisine médiévale, façonnant non seulement les choix alimentaires, mais aussi les techniques de conservation qui étaient essentielles à la survie. À une époque où les réfrigérateurs n'existaient que dans les rêves les plus fous des alchimistes, la nature dictait les menus et l'ingéniosité humaine devait s'adapter à ses caprices. Au printemps, la terre se réveillait lentement. Les premiers rayons du soleil annonçaient le retour des légumes frais, comme les pois, les fèves et les radis. Les paysans, après de longs mois de disette, se réjouissaient de ces trésors printaniers. Les recettes de l'époque incorporaient souvent ces légumes frais, offrant une explosion de saveurs après un hiver fait de soupe et de pain dur. Mais au-delà de la joie des papilles, le printemps était également la période de la récolte des œufs. Les poules, enfin libérées du froid, recommençaient à pondre. Les œufs, véritables symboles de renouveau, étaient intégrés dans des plats variés, des omelettes au gâteau. Cependant, l'arrivée de l'été apportait son lot de réjouissances et de défis. Les journées s'allongeaient et les récoltes de fruits et de légumes étaient à leur apogée. Les cerises, les prunes et les baies faisaient leur apparition, et les cuisines médiévales se remplissaient de couleurs vives. L'été était aussi la saison de la viande, avec les abattages qui se faisaient avant la chaleur étouffante. Les familles profitaient de cette abondance pour préparer des plats riches et copieux, souvent agrémentés d'épices venues d'Orient, un luxe que seuls les plus fortunés pouvaient se permettre. Cependant, la générosité de l'été n'était pas sans conséquences. La chaleur imposait des défis supplémentaires en matière de conservation. Les techniques de salaison, de fumage et de séchage devenaient alors des alliés indispensables.
La viande était souvent salée ou fumée pour éviter qu'elle ne se gâte trop rapidement. Les poissons, eux, subissaient le même sort. Les techniques de conservation étaient un art en soi, un savoir transmis de génération en génération. Les seigneurs et les paysans s'efforçaient de maximiser leur approvisionnement, car l'hiver, implacable, approchait à grands pas. À l'automne, les récoltes étaient abondantes. C'était le temps de la fête, mais aussi celui de la préparation. Les fruits de l'été, que ce soit les pommes, les poires ou les coings, étaient souvent transformés en compotes, confitures et conserves. Les cuisines se remplissaient alors de pots en tout genre, où les saveurs étaient capturées pour les mois à venir. Les récoltes des céréales étaient également cruciales. Le blé, le seigle et l'orge étaient moissonnés, et les paysans s'affairaient à stocker leurs provisions pour l'hiver. Les pains, symbole de la vie médiévale, étaient cuits en grande quantité et souvent conservés dans des endroits frais et secs. L'hiver, quant à lui, était une période de survie. Les choix alimentaires étaient limités et la créativité des cuisiniers était mise à l'épreuve. Les plats étaient souvent simples, composés de légumes divers tels que les choux, les navets et les carottes, qui, bien que nutritifs, ne faisaient pas rêver. La viande, si elle était encore disponible, était généralement celle des animaux que l'on avait gardés en réserve ou des réserves de salaison. Les soupes étaient le plat de prédilection, permettant de réchauffer le corps tout en utilisant les restes. Les techniques de conservation devenaient alors essentielles pour traverser ces mois rigoureux. Les paysans avaient appris à faire preuve de débrouillardise, utilisant des méthodes ancestrales comme le séchage, le salage, la fermentation et le stockage dans des endroits frais. Les légumes fermentés, comme le chou, étaient non seulement une source de nutriments, mais aussi un remède contre les maladies qui guettaient durant l'hiver. L'influence des saisons sur la cuisine médiévale ne se limitait pas seulement aux ingrédients ou aux techniques, mais touchait aussi le rythme de la vie quotidienne. Les activités agricoles rythmaient les jours, et les festivités étaient souvent liées au cycle naturel. Les célébrations, comme la fête de la moisson ou celle de la Saint-Michel, coïncidaient avec les récoltes et permettaient aux communautés de se rassembler, de partager les fruits de leur travail et de célébrer la vie. À travers ces variations saisonnières, la cuisine médiévale révélait une relation intime entre l'homme et la nature. Chaque saison apportait son lot de défis et de récompenses, forgeant ainsi un lien indissoluble entre les hommes, la terre et les aliments. Les recettes, souvent transmises oralement, devenaient des témoignages de la résilience humaine, un mélange de créativité et d'adaptation face à un environnement parfois hostile. Ainsi, la cuisine médiévale, loin d'être un simple assemblage d'ingrédients, était un reflet d'une époque où chaque saison était une maîtresse exigeante, mais aussi généreuse, dictant les choix alimentaires et les techniques qui garantissaient la survie et le plaisir des sens. Ces leçons de vie, gravées dans les traditions culinaires, nous rappellent que la nature, tout en étant parfois capricieuse, reste une alliée précieuse dont il faut savoir tirer le meilleur parti. Ils servent de scène où se jouent des relations de pouvoir et des alliances, des démonstrations de richesse et de statut. Le banquet est d'abord un lieu d'affirmation sociale. Pour les nobles, c'est l'occasion de montrer leur richesse et leur générosité. La qualité et la quantité des mets servis sont autant de preuves de leur pouvoir. Un seigneur qui invite ses pairs à un banquet somptueux se positionne non seulement comme un hôte bienveillant, mais aussi comme un acteur incontournable de la scène politique locale. En offrant un repas somptueux, il tisse des liens, renforce des alliances et rappelle à ses invités et à lui-même son statut élevé. À l'inverse, la participation à un banquet peut aussi être un acte de soumission. Pour les vassaux et les serfs, s'inviter à la table d'un seigneur peut être un moyen d'affirmer leur loyauté, mais aussi de rappeler leur dépendance. Le banquet devient alors un espace où les rapports de force s'expriment de façon ostentatoire. Les places à table ne sont pas attribuées au hasard. La hiérarchie est respectée même dans l'agencement des convives. Le seigneur est assis à la place d'honneur, entouré de ses plus fidèles alliés, tandis que les moins puissants se retrouvent relégués à l'extrémité de la table,
ou même sur des bancs peu confortables. La symbolique du banquet va bien au-delà des simples relations personnelles. Ils sont aussi des moments de célébration collective, marquant des événements importants comme des mariages, des victoires militaires ou des célébrations religieuses. Ces occasions permettent de rassembler des communautés, mais elles illustrent également le rôle central de la noblesse dans l'organisation de la vie sociale. La cuisine, avec ses plats élaborés, devient alors un symbole de la culture et de l'identité d'un groupe. Les recettes transmises de génération en génération, les techniques de préparation, tout ceci participe à forger une identité collective, bien que souvent élitiste. Les banquets sont également le théâtre de rituels, où la nourriture joue un rôle sacral. Certains plats, comme le fameux porc à la mode, étaient préparés selon des rites précis, faisant écho à des croyances anciennes et à des pratiques religieuses. La nourriture, en tant que produit de la terre, est perçue comme un don divin, et les rites qui l'entourent renforcent le lien entre l'homme et le sacré. Ainsi, un banquet médiéval n'est pas qu'une simple réunion de personnes autour d'un repas, mais un acte qui engage des dimensions spirituelles et communautaires. Cependant, la cuisine médiévale, bien qu'extrêmement riche, n'est pas exempte d'ironie. Alors que les nobles se délectent des mets raffinés, les paysans, eux, peinent à se nourrir convenablement. La disparité entre les classes sociales est flagrante, et le banquet, loin d'être un moment de partage égalitaire, peut parfois être ressenti comme une provocation par ceux qui n'ont pas accès à ces plaisirs. Cette réalité met en lumière l'existence d'une double cuisine. Celle des riches, où les mets sont variés et raffinés, et celle des pauvres, souvent réduite à des soupes de légumes ou à du pain rassis. Ajoutons à cela que les banquets, en plus de leur dimension sociale, sont également des lieux d'exposition des mœurs de l'époque. Les comportements des convives, les plaisanteries échangées et les récits racontés au cours des repas sont autant de révélateurs des normes et des valeurs d'une société. L'humour, même s'il peut parfois être acerbe, sert à établir des liens entre les convives et à dédramatiser la hiérarchie sociale. Les récits de bravoure, les blagues autour des défauts des autres, tout cela contribue à la dynamique du pouvoir et à la façon dont il est perçu et contesté au sein de la noblesse. À travers les siècles, ces banquets ont laissé une empreinte indélébile sur notre culture culinaire contemporaine. Les recettes anciennes, les traditions culinaires, tout cela est aujourd'hui célébré, non pas seulement pour le plaisir de la table, mais aussi pour la richesse d'une histoire commune. Les banquets médiévaux, avec leur éclat et leur opulence, nous rappellent que derrière chaque plat se cache une histoire de pouvoir, de lutte et de célébration. En somme, ces festins ne sont pas seulement un hommage à la gastronomie de l'époque, mais un véritable reflet des relations humaines, de la politique et de la culture d'une époque révolue, mais dont les échos résonnent encore dans notre présent. Dans l'univers mystérieux de la cuisine médiévale, où les saveurs s'entremêlaient aux croyances religieuses, les aliments interdits occupaient une place particulièrement intrigante. La table médiévale, bien plus qu'un simple lieu de repas, était aussi un reflet des normes sociales, des tabous et des restrictions imposées par l'Église. En effet, au-delà des plats savoureux et des mets raffinés, se cachait une réalité bien plus complexe, celle des aliments proscrits, souvent synonymes de péché ou de damnation. Au Moyen Âge, l'Église catholique avait une influence prépondérante sur tous les aspects de la vie quotidienne, y compris sur ce que l'on pouvait ou ne pouvait pas manger. Les restrictions alimentaires étaient souvent dictées par des considérations religieuses, mais aussi par des croyances symboliques. Par exemple, certaines viandes étaient considérées comme impures ou associées à des pratiques païennes. C'est ainsi que la consommation de certaines espèces de poissons, notamment le requin, était mal vue car elle rappelait des rites anciens que l'Église cherchait à éradiquer. Les jours de jeûne, qui rythmaient le calendrier liturgique, imposaient des restrictions sévères sur la consommation de viande. Les fidèles étaient appelés à s'abstenir de viande rouge, mais aussi parfois de volaille et de produits laitiers. Seuls le poisson et les légumes étaient souvent autorisés. Ces périodes de jeûne,
loin d'être perçue comme une simple diète, était vue comme une véritable purification spirituelle. Ainsi, l'idée de se priver de certains aliments était intimement liée à la foi, à la pénitence et au salut de l'âme. Par ailleurs, des tabous alimentaires plus spécifiques existaient en fonction des régions et des classes sociales. Les nobles avaient, par exemple, un accès privilégié à des mets raffinés, tandis que les paysans se contentaient souvent de pain, de bouillie et de légumes. La viande, considérée comme un symbole de richesse et de pouvoir, était réservée à une élite. Mais même au sein de cette élite, des règles strictes étaient imposées. Ainsi, la consommation de certaines viandes, comme le sanglier ou le cerf, était souvent réglementée par des lois de chasse, renforçant l'idée que la nourriture était un privilège à mériter. Les fruits et légumes, quant à eux, n'échappaient pas aux jugements moraux de l'époque. Certains étaient perçus comme des aliments de pêcheurs, à l'instar des fèves, souvent associés à des connotations négatives. D'autres, comme les oignons ou l'aile, avaient la réputation d'éloigner les esprits malins, mais étaient également mal vus en raison de leur odeur forte. En somme, chaque aliment portait avec lui un poids symbolique, et les choix culinaires étaient souvent dictés par une combinaison de croyances religieuses et de superstitions. L'Église, à travers ses décrets et ses enseignements, a également influencé les pratiques culinaires en matière de convivialité. Le partage des repas, considéré comme un acte sacré, devait respecter certaines règles. Ainsi, il était mal vu de consommer des aliments en solitaire, ce qui renforçait l'idée que la nourriture était un don de Dieu à partager avec ses semblables. Les repas se devaient d'être un moment de communion, et cela passait souvent par la bénédiction des aliments, rituel qui ajoutait une dimension spirituelle à l'acte de manger. Cependant, ces tabous alimentaires n'étaient pas immuables. À mesure que le Moyen Âge avançait, surtout avec l'émergence de la Renaissance, certaines restrictions commencèrent à s'assouplir. Les échanges commerciaux, les croisades et le contact avec d'autres cultures apportèrent de nouveaux aliments et de nouvelles pratiques culinaires. Les épices orientales, par exemple, devinrent de plus en plus prisées, et leur utilisation dans la cuisine médiévale remettait en question les anciens tabous. Les plats se diversifièrent, et avec eux, les conceptions de ce qui était permis ou interdit. Il est intéressant de noter que ces évolutions culinaires étaient souvent accompagnées d'une certaine ironie. Les mêmes aliments qui avaient été considérés comme pécheurs ou indésirables pouvaient, quelques décennies plus tard, devenir des symboles de raffinement et de sophistication. Ce qui était interdit hier pouvait devenir à la mode demain, illustrant ainsi la nature changeante des tabous alimentaires. Au fond, les aliments interdits au Moyen Âge ne sont pas seulement une question de nutrition, mais également un reflet des croyances, des valeurs et des luttes de pouvoir de l'époque. Ils témoignent d'un monde où la spiritualité et la gastronomie étaient inextricablement liées, où chaque plat pouvait être un acte de foi ou un geste de rébellion. En scrutant ces tabous, nous découvrons non seulement les goûts d'une époque, mais aussi les mentalités qui les ont façonnés. Ainsi, la cuisine médiévale, avec ses règles et ses interdits, nous rappelle que la nourriture est bien plus qu'un simple carburant pour le corps. Elle est un miroir de notre culture, de nos croyances et de notre histoire. Dans cette danse délicate entre le sacré et le profane, les aliments interdits continuent de susciter curiosité et réflexion, nous invitant à explorer la richesse et la complexité d'un passé qui, bien que révolu, résonne encore dans nos assiettes modernes. Dans l'univers fascinant de la cuisine médiévale, les ustensiles jouent un rôle fondamental, souvent méconnu. Imaginez-vous dans une cuisine du Moyen Âge, le fumet des plats mijotants, le cliquetis des outils, et peut-être même un soupçon de fumée dans l'air. Mais quels étaient ces instruments qui permettaient aux cuisiniers de donner vie à leur création culinaire? Commençons par l'ustensile emblématique, la marmite. Fabriquée en métal, souvent en fer, parfois en laiton, la marmite était le cœur de la cuisine médiévale. Elle servait à cuire une multitude de plats, des soupes au ragoût. Avec le temps, on observe une évolution vers des modèles plus sophistiqués, notamment avec l'apparition de la fonte. La cuisine sur le feu de bois exigeait des marmites robustes,
et la fonte offrait cette solidité tant recherchée. Un autre indispensable était la poêle, un outil qui, malgré ses évolutions, a gardé sa forme générale au fil des siècles. Les poêles médiévales étaient souvent plus profondes que celles que nous connaissons aujourd'hui, permettant de préparer des plats variés, des viandes rôties aux légumes sautés. Les cuisiniers utilisaient également la technique de la cuisson à la broche, où les viandes étaient suspendues au-dessus du feu, une méthode qui a su faire ses preuves. Certes, cela demandait un tour de main précis et une bonne dose de patience. Parlons des ustensiles de découpe. Le couteau, bien qu'il puisse sembler élémentaire, était un outil essentiel pour toute cuisine. Les couteaux médiévaux étaient souvent fabriqués à la main, ce qui leur conférait une qualité variable. Les cuisiniers avaient à leur disposition des couteaux de différentes tailles, adaptés à chaque tâche. Mais attention, si vous aviez l'âme d'un chevalier, il n'était pas rare de voir des nobles dégainer leurs couteaux à table pour découper leur viande, une façon peu conventionnelle de montrer leur habileté. Les fouets, quant à eux, étaient utilisés pour battre les œufs ou mélanger des crèmes et des sauces. Fabriqués à partir de branchages flexibles, ces outils étaient souvent de fabrication artisanale. La cuisine médiévale ne connaissait pas encore l'électroménager. Chaque mouvement était le fruit de l'effort et de la dextérité du cuisinier. On peut presque imaginer les gestes chorégraphiés des chefs, tandis qu'ils s'affairaient autour de leur table de travail. La casserole, avec ses poignées et son couvercle, a également évolué. Les premières casseroles étaient souvent en terre cuite, avant de céder la place aux modèles en métal. Les cuisiniers devaient jongler avec la gestion de la chaleur, et ces ustensiles étaient conçus pour conserver la chaleur autant que pour faciliter la cuisson. À cette époque, la maîtrise du feu était un art en soi, et les casseroles jouaient un rôle clé dans ce ballet culinaire. Les plats en étain, bien que plus orientés vers le service que la cuisson, méritent d'être mentionnés. Utilisés pour servir les plats, ils ont progressivement supplanté les contenants en bois, réputés pour absorber les odeurs. Ces plats, souvent ornés de motifs raffinés, témoignent du statut social de leurs propriétaires. Un plat en étain sur la table d'un noble était un symbole de richesse et de raffinement, tandis qu'un simple plat en bois évoquait une cuisine plus rustique. Les brocs et les cruches, quant à eux, étaient des éléments essentiels pour le service des boissons. Fabriqués en terre cuite, en bois ou en métal, ces récipients permettaient de servir l'hydromel, le vin ou même le cidre. Avec l'essor des tavernes et des auberges, la demande pour ces ustensiles a augmenté. On peut imaginer les taverniers s'affairant dans un balai incessant, remplissant les cruches des clients affamés. La cuisson au four, déjà présente au Moyen Âge, a également vu l'émergence de nouveaux outils. Les plaques à pâtisserie, en métal ou en pierre, étaient utilisées pour cuire le pain et les pâtisseries. Le pain était un aliment de base et la maîtrise de la cuisson était cruciale. Les boulangers, souvent considérés comme des artisans, avaient des fours spécifiques et leur savoir-faire était respecté par tous. L'évolution de ces ustensiles reflète non seulement les avancées technologiques de l'époque, mais aussi les changements dans les habitudes alimentaires. Au fur et à mesure que la cuisine médiévale se diversifiait, des ustensiles plus spécialisés apparaissaient. Les cuisiniers expérimentaient avec des épices, des herbes et des ingrédients variés, ce qui nécessitait des outils adaptés. Les saladiers, les mortiers et pilons utilisés pour écraser les épices sont devenus courants dans les cuisines des grandes demeures. Il est intéressant de noter que l'influence des échanges commerciaux a également joué un rôle dans l'évolution des ustensiles. Les routes commerciales, qui reliaient l'Europe à l'Orient, ont introduit de nouvelles techniques de cuisine et de nouveaux matériaux. Les cuisiniers médiévaux ont ainsi assimilé des savoir-faire venus d'ailleurs, enrichissant leur art culinaire. En conclusion, les ustensiles de cuisine médiévale sont bien plus que de simples objets. Ils témoignent d'un savoir-faire, d'une créativité et d'une adaptabilité face aux défis du quotidien. Chaque marmite, chaque couteau, chaque plat raconte une histoire, celle d'une époque où la cuisine était un art à part entière, une danse entre le feu et les ingrédients. Dans ces cuisines, l'odeur des plats mijotés
La chaleur du foyer et le bruit des ustensiles s'entremêlent pour créer une atmosphère unique, faisant de chaque repas un moment de partage et de convivialité. Au cœur du Moyen Âge, la cuisine régionale se révèle être un véritable kaléidoscope de saveurs, de couleurs et d'influences culturelles. Chaque région d'Europe, avec ses particularités géographiques, climatiques et sociopolitiques, a développé des traditions culinaires distinctes, souvent teintées des échanges commerciaux ou des invasions. Partons ensemble à la découverte de ces pépites gastronomiques qui, bien plus que de simples plats, racontent l'histoire des peuples. Dans le nord de la France, par exemple, la cuisine s'inspire des ressources abondantes offertes par la mer. Les pêcheurs, avec leur savoir-faire ancestral, ramènent des poissons tels que le hareng et la morue, qui deviennent des éléments essentiels du régime alimentaire local. Les techniques de conservation, comme le salage ou le fumage, sont alors perfectionnées. À cette époque, la morue salée est tellement prisée qu'elle traverse les frontières, trouvant sa place sur les tables de l'Angleterre et des pays scandinaves. En parallèle, les légumes racines, comme les carottes et les navets, se mêlent aux recettes, créant des plats réconfortants, souvent agrémentés de sauces à base de vinaigre, une innovation de l'époque. En s'enfonçant vers le sud, la cuisine provençale se distingue par l'utilisation d'herbes aromatiques et d'huile d'olive. La région, baignée par le soleil, bénéficie d'une agriculture florissante. Les tomates, les aubergines et les poivrons, pourtant considérés comme des exotiques par d'autres régions, deviennent des incontournables des plats méditerranéens. La ratatouille, par exemple, est bien plus qu'un simple mélange de légumes. Elle incarne l'harmonie entre la terre et la mer, entre les cultures locales et les influences arabes, qui apportent de nouvelles épices et techniques de cuisson. Les échanges avec les cultures musulmanes de la péninsule ibérique enrichissent encore le répertoire culinaire, introduisant des fruits confits et des plats sucrés salés. À l'est, en Italie, la cuisine évolue avec des influences variées, de l'Antiquité romaine aux invasions barbares. Chaque région a son propre caractère. La Toscane, avec ses collines verdoyantes, offre des plats rustiques à base de pain, d'huile d'olive et de viande braisée. La fameuse ribollita, une soupe paysanne, témoigne de l'ingéniosité des cuisiniers médiévaux qui, avec peu de moyens, parvenaient à concocter des plats savoureux et nourrissants. Les villes de Venise et de Gênes, en tant que ports commerciaux, voient arriver des ingrédients exotiques tels que le riz, qui devient la base des célèbres risottos. Ces échanges transforment non seulement la gastronomie locale, mais aussi les modes de vie. En Allemagne, la cuisine est marquée par la tradition de la bière et du pain. Le pain, qui se décline en une multitude de formes et de saveurs, est un pilier de l'alimentation. Les bretzels, symboles de convivialité, font leur apparition dans le quotidien des habitants. Les viandes, notamment le porc, sont souvent préparées par des méthodes de conservation telles que le salage et le fumage. Les saucisses, qui se diversifient selon les régions, deviennent rapidement des mets populaires, appréciés pour leur goût, mais aussi pour leur praticité. Cette cuisine rustique, loin d'être négligée, est le reflet d'un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération. En Espagne, les influences arabes se font également sentir, notamment dans la région andalouse. Le goût pour les épices, le riz et les fruits secs s'y développe, donnant naissance à des plats emblématiques, comme la paella. Les cultures berbères et arabes, qui ont dominé la péninsule pendant plusieurs siècles, transforment les traditions culinaires locales. Les agrumes, les amandes et le safran deviennent des ingrédients incontournables. Les recettes, transmises par les ménagères, sont souvent le fruit d'un mélange d'héritage, allant des recettes médiévales aux influences nord-africaines. Au-delà des frontières, la cuisine médiévale s'enrichit également des influences des cultures juives et chrétiennes. Les règles alimentaires rigoureuses des communautés juives, avec leur respect des lois de la cacheroute, se mêlent aux traditions chrétiennes, notamment pendant les périodes de jeûne. Des plats comme le gefilte fish, qui traversent les âges, témoignent de cette fusion culinaire. Les cuisines se croisent, s'échangent des recettes, et malgré les tensions religieuses, la gastronomie devient un terrain d'entente. À mesure que l'on avance dans le temps, l'émergence des foires et des marchés dans les villes médiévales favorise les échanges entre régions.
Les épices, autrefois réservées aux nobles, deviennent progressivement accessibles au grand public. Les marchands, véritables ambassadeurs du goût, apportent des produits exotiques, fascinant les cuisiniers de l'époque. Les livres de cuisine commencent à voir le jour, permettant à ces recettes de se pérenniser et de circuler, rendant ainsi hommage à la diversité culinaire de l'époque. Ainsi, chaque région d'Europe, avec ses particularités, contribue à tisser une toile complexe et riche de la cuisine médiévale. Ces variations, façonnées par des siècles d'échanges, de conquêtes et de traditions, ont non seulement laissé une empreinte sur nos assiettes modernes, mais ont aussi joué un rôle crucial dans l'évolution des sociétés. En se penchant sur ces cuisines régionales, nous découvrons une histoire bien plus vaste que celle des simples ingrédients. Une véritable saga humaine, où la nourriture devient le reflet des cultures, des luttes et des aspirations des peuples. À l'époque médiévale, l'alimentation ne se résumait pas simplement à un besoin physiologique, mais était profondément imbriquée dans la santé et la médecine. La cuisine, bien plus qu'un simple art de préparer des plats, était perçue comme un véritable vecteur de bien-être. Les médecins de l'époque, souvent formés dans les universités naissantes, cherchaient à établir des liens entre ce que l'on mangeait et l'état de santé des individus. Les écrits des médecins comme Avicenne, qui a influencé la pensée médiévale, s'intéressaient particulièrement aux propriétés des aliments. Selon lui, chaque aliment possédait des qualités spécifiques, susceptibles d'influencer les humeurs et les tempéraments. La théorie des humeurs, héritée de la médecine grecque, stipulait que la santé était le résultat d'un équilibre entre 4 humeurs: le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. Ainsi, les médecins conseillaient souvent de modifier son alimentation pour rétablir cet équilibre fragile. Par exemple, un excès de bile jaune, qui pouvait rendre une personne colérique, pouvait être atténué par des aliments plus doux et apaisants. Cette approche holistique de la santé se reflétait dans la cuisine médiévale. Les recettes étaient souvent accompagnées de conseils médicaux. Un plat pouvait être recommandé pour sa capacité à réchauffer le corps, tandis qu'un autre serait choisi pour ses propriétés rafraîchissantes. Les épices, très prisées à l'époque, n'étaient pas seulement ajoutées pour leur saveur, mais aussi pour leurs vertus médicinales. Le poivre, par exemple, était censé stimuler la digestion, tandis que le clou de girofle était réputé pour ses propriétés antiseptiques. Les herbes médicinales, souvent cultivées dans des jardins de monastères, constituaient également une part essentielle de la cuisine médiévale. Le thym, la sauge ou encore le persil étaient incorporés dans de nombreux plats, non seulement pour relever le goût, mais aussi pour leurs bienfaits sur la santé. Les moines, véritables précurseurs de la médecine moderne, étaient souvent les gardiens de ces savoirs, associant l'art culinaire à la guérison. Dans les cuisines des riches, les chefs prenaient soin de concocter des plats qui non seulement éblouissaient les convives par leur présentation, mais qui étaient également pensés pour leurs effets sur la santé. On pouvait ainsi voir des mets préparés à base de viande, de légumes et d'épices, tous choisis avec soin pour leurs propriétés curatives. Cela se faisait souvent en fonction des saisons et des constellations, car on croyait également que les astres influençaient la santé des aliments et par conséquent celle des personnes qui les consommaient. Les traitements médicaux de l'époque incluaient souvent des régimes alimentaires stricts. En cas de maladie, un médecin pouvait prescrire des jours de jeûne ou, au contraire, recommander des aliments spécifiques à consommer. Les recettes médicinales étaient souvent élaborées à partir d'ingrédients courants, mais leur préparation était minutieuse. Par exemple, une potion à base de miel et de vinaigre était souvent préconisée pour traiter les maux de gorge. Le miel, prisé pour ses propriétés apaisantes et antibactériennes, était un incontournable dans la pharmacopée médiévale. Les croyances populaires jouaient également un rôle crucial dans la perception de la nourriture. On pensait que certains aliments, comme les pois ou les lentilles, pouvaient apporter chance et prospérité, tandis que d'autres, comme les oignons ou l'ail, étaient souvent associés à des croyances superstitieuses et à la protection contre les maladies. Ainsi, la cuisine devenait un espace où la science et la superstition se mêlaient, et où chaque plat pouvait être une sorte de talisman.
Les femmes, quant à elles, occupaient une place privilégiée dans cette dynamique. Les savoirs culinaires et médicinaux étaient souvent transmis de mère en fille. Les recettes familiales, agrémentées de conseils sur leurs effets bénéfiques, constituaient un héritage précieux. Les sages-femmes, figures respectées dans la communauté, utilisaient également leurs connaissances en matière d'alimentation pour aider les femmes enceintes ou les mères. Elles savaient que certains aliments pouvaient favoriser la lactation ou apaiser les douleurs liées à l'accouchement. Dans les milieux plus modestes, la cuisine était souvent plus rudimentaire, mais les principes de base demeuraient les mêmes. Les gens utilisaient ce qu'ils avaient à disposition et faisaient preuve d'une ingéniosité remarquable pour concocter des plats simples, mais nourrissants et bénéfiques pour la santé. Une soupe de légumes, agrémentée de quelques herbes du jardin, pouvait faire des merveilles en matière de santé, tout en étant économique. Cependant, ce lien entre alimentation et santé n'était pas exempt de controverses. Les débats sur ce qui constituait un régime équilibré étaient fréquents et chacun avait ses propres convictions. Les médecins avaient parfois des approches diamétralement opposées sur la manière d'utiliser la nourriture comme remède. D'un côté, certains prônaient un régime riche en viande, tandis que d'autres, plus enclins à la modération, préconisaient des plats à base de légumes. Ces divergences de vues témoignent d'une époque où la science médicale était encore en plein essor et où l'expérience personnelle prenait souvent le pas sur les théories établies. À la fin du Moyen Âge, avec l'avènement de la Renaissance, la cuisine et la médecine commencèrent à se distancier l'une de l'autre. Les avancées scientifiques et l'émergence de la médecine moderne amenaient une vision plus rationnelle de la santé, reléguant peu à peu les croyances anciennes et les pratiques alimentaires traditionnelles au rang de souvenirs. Malgré tout, il est fascinant de constater à quel point la cuisine médiévale, en tant que reflet des croyances et des connaissances de son temps, continue d'influencer notre perception actuelle de l'alimentation et de la santé. Un héritage culinaire et médical que l'on ne peut que saluer, même après des siècles d'évolution. Les marchés médiévaux, ces lieux vibrants de vie et d'échange, sont souvent perçus comme de simples points de vente où l'on se procure des denrées alimentaires. Pourtant, leur rôle s'étend bien au-delà de cette fonction basique. Ils étaient véritablement le pool des villes médiévales, un carrefour où s'entremêlaient approvisionnement en nourriture et échanges culturels. Imaginez un matin frais, où l'odeur des pains chauds et des fruits frais se mêle à celle des épices exotiques importées. Des cris de marchands se font entendre, vantant la qualité de leurs produits, tandis que les clients, vêtus de leurs habits de laine ou de lin, déambulent entre les étals. Les marchés étaient non seulement des lieux de commerce, mais aussi des espaces sociaux où se forgeaient des alliances, se racontaient des histoires et où se tissaient des liens communautaires. À cette époque, l'approvisionnement en nourriture était une question de survie. Les marchés jouaient un rôle crucial dans ce domaine. Ils permettaient aux agriculteurs de vendre leurs excédents, mais aussi aux citadins d'accéder à une gamme de produits variés. Les villes médiévales, souvent entourées de murs, étaient dépendantes des campagnes environnantes pour se nourrir. L'échange entre la ville et la campagne était donc vital. Les paysans apportaient leurs récoltes, tandis que les citadins leur offraient des produits manufacturés en retour, comme des outils, des textiles ou des poteries. Les marchés étaient également le reflet des saisons. En été, les étals débordaient de fruits et légumes frais, tandis qu'en hiver, les produits fumés ou conservés prenaient le relais. Les fluctuations des prix et des disponibilités offraient un aperçu des aléas de la nature et des récoltes. Les famines, hélas, n'étaient pas rares et les marchés en étaient souvent le baromètre. Les rumeurs d'une mauvaise récolte dans une région voisine pouvaient entraîner une panique qui faisait grimper les prix en flèche. Mais au-delà de l'aspect économique, les marchés médiévaux étaient aussi des lieux d'échange culturel fascinants. Imaginez ces marchands venus de contrées lointaines, apportant avec eux non seulement des denrées alimentaires, mais aussi des idées, des coutumes et des savoir-faire. Chaque marché était une petite mosaïque de culture, où les accents et les langues se mêlaient, où l'on pouvait entendre le chant des troubadours et où se déroulaient des spectacles de rue.
Les épices, par exemple, n'étaient pas qu'un simple assaisonnement. Elles étaient le symbole du raffinement et du statut social. Le commerce des épices, notamment celles venues d'Orient, était florissant et influençait les cuisines et les habitudes alimentaires de l'époque. Le marché devenait alors un véritable lieu d'apprentissage. Les gens discutaient des nouvelles recettes, échangeaient des conseils sur la préparation des plats. Les cuisines des nobles commençaient à intégrer des saveurs exotiques, influençant ainsi la gastronomie locale. De plus, les marchés étaient des lieux de rassemblement où se tenaient des foires, de grandes célébrations qui attiraient des foules entières. Ces événements offraient une occasion en or pour les artisans de présenter leurs œuvres et pour les voyageurs de partager des récits incroyables. Les foires, comme celle de Champagne, devenaient des événements incontournables pour les marchands venus de toute l'Europe, stimulant ainsi non seulement l'économie, mais aussi les échanges culturels. Les marchés médiévaux sont aussi révélateurs de la structure sociale de l'époque. Les guildes de marchands, qui régulaient le commerce et protégeaient les intérêts de leurs membres, jouaient un rôle essentiel. Ces organisations veillaient à garantir la qualité des produits, à fixer des prix justes et à défendre leurs membres contre la concurrence déloyale. On peut dire que les marchés étaient un microcosme de la société médiévale, avec ses hiérarchies, ses alliances et ses rivalités. L'architecture des marchés eux-mêmes est également un témoignage de leur importance. Les halles, souvent imposantes, étaient construites en bois ou en pierre et abritaient les vendeurs, protégés des intempéries. Ces bâtiments devenaient des symboles de la prospérité de la ville et de son dynamisme commercial. Les marchés en plein air, avec leurs étals colorés, évoquaient une ambiance de fête permanente, où les gens se retrouvaient pour échanger, discuter et partager. Cependant, il serait naïf de penser que les marchés médiévaux étaient un havre de paix. Comme dans toute société, les tensions et les conflits pouvaient éclater. Les marchands rivaux se disputaient les meilleurs emplacements, les clients pouvaient se montrer hargneux et les autorités étaient souvent présentes pour maintenir l'ordre. Les rixes entre clients ou entre marchands étaient monnaie courante, les disputes autour des prix ou de la qualité des produits étant fréquentes. Enfin, avec l'évolution des sociétés médiévales, les marchés ont progressivement évolué. La montée des villes et la centralisation du pouvoir ont amené des changements dans les pratiques commerciales. De nouveaux modes de transport, comme les routes pavées, ont facilité les échanges. Les marchés ont commencé à se professionnaliser, donnant naissance à des places de marché plus formelles et plus organisées. En somme, les marchés médiévaux étaient bien plus que de simples lieux de transaction. Ils étaient des centres névralgiques de la vie urbaine, où se mêlaient économie, culture et sociabilité. En parcourant les marchés d'antan, on ne pouvait qu'admirer cette vitalité, ce bouillonnement d'énergie et cette curiosité qui caractérisait une époque en constante transformation. Et si l'on évoque aujourd'hui encore ces marchés, c'est sans doute parce qu'ils sont le reflet d'une humanité toujours avide d'échanges, de découvertes et de partage. Les fêtes au Moyen-Âge, véritables bouffées d'air frais dans le quotidien souvent austère des paysans et des nobles, avaient une influence considérable sur les pratiques culinaires et les choix alimentaires. À cette époque, la gastronomie ne se contentait pas d'être un simple acte de survie. Elle se transformait en une célébration des abondances, des rituels et des hiérarchies sociales. Chaque fête était un tableau vivant où se mêlaient saveurs, couleurs et symboles. Le calendrier médiéval était ponctué de célébrations religieuses et laïques. Les fêtes chrétiennes, comme Noël ou la Pentecôte, étaient des occasions de festin où l'on se permettait des mets plus raffinés et des quantités généreuses. Il n'était pas rare de voir des tables ornées de viande rôtie, de pâtisseries élaborées et de fruits confits. Ces mets, souvent réservés aux nobles en temps normal, devenaient accessibles à un plus grand nombre pendant ces périodes de réjouissance. La fête de la Saint-Jean, par exemple, célébrait le solstice d'été avec des feux de joie et des banquets, où l'on dégustait des plats à base de produits de saison, comme les légumes frais et les poissons. À la cour des rois et des reines, la gastronomie prenait des allures de spectacle. Les banquets étaient des événements grandioses
où la nourriture était non seulement un régal pour les papilles, mais aussi un moyen de démontrer richesse et pouvoir. Les chefs cuisiniers rivalisaient d'ingéniosité pour impressionner les convives. Des plats en forme d'animaux, des sauces colorées, des épices venues d'Orient. Ces festins, souvent accompagnés de musique et de danse, étaient l'occasion de créer des liens politiques et sociaux. Le choix des aliments servait à afficher le statut social, tandis que les excès de la table étaient parfois critiqués par les moralistes de l'époque, qui dénonçaient l'orgie gastronomique au détriment de la charité. Les fêtes laïques, comme les foires et les carnavals, apportaient également leur lot de délices. Ces événements permettaient aux habitants des villages de se rassembler, d'échanger, de commercer, mais surtout de se régaler. Les stands de nourriture fleurissaient, offrant une diversité de plats souvent inspirés des traditions locales. Les galettes, les ragoûts, les fruits de mer et autres spécialités régionales faisaient le bonheur des gourmands. Le carnaval, avec ses costumes flamboyants et ses danses effrénées, était l'occasion de déguster des mets préparés avec moins de formalité que lors des banquets royaux, mais non moins savoureux. Le choix des aliments durant ces festivités était également influencé par les croyances et les superstitions. Par exemple, certains plats étaient préparés pour porter chance ou favoriser la fertilité. Les fèves, présentes dans les galettes des rois, étaient un symbole de renouveau et de prospérité. Les chrétiens croyaient en la nécessité de se priver de certains aliments durant le carême afin de mieux apprécier les festins de Pâques. Ce cycle de privation et d'abondance influençait profondément la manière dont les gens percevaient la nourriture. Les pratiques culinaires médiévales étaient également marquées par les saisons. Les fêtes étaient souvent des moments de consommation privilégiés des produits locaux de saison. Au printemps, les légumes nouveaux faisaient leur apparition, tandis qu'en été, les fruits mûrs et juteux ravissaient les palais. L'automne, quant à lui, était synonyme de récolte et de conserve. Les pratiques de conservation des aliments, comme le salage, le fumage ou le séchage, prenaient tout leur sens dans le cadre des festivités. Les viandes, souvent préparées en salaison, étaient un incontournable des tables festives, tout comme les conserves de fruits pour les desserts. Les boissons, elles aussi, jouaient un rôle central lors des célébrations. Le vin, symbole de convivialité, était omniprésent. Les tavernes et les maisons des nobles étaient bondées de convives célébrant autour de coupes débordantes de ce précieux nectar. La bière, quant à elle, était la boisson des classes populaires, souvent consommée en toutes occasions. Les fêtes étaient le moment idéal pour déguster des breuvages plus raffinés, comme des hydromels ou des cidres, souvent aromatisés aux épices. Les influences culturelles et commerciales de l'époque ont également façonné les choix alimentaires des fêtes. Les échanges avec l'Orient, les croisades et le commerce maritime ont introduit des épices exotiques, des fruits inconnus et des techniques culinaires nouvelles. Ces influences se retrouvaient dans les plats des nobles, mais aussi dans les cuisines des gens du peuple qui aspiraient, même modestement, à une gastronomie plus élaborée. Les recettes se mêlaient, les traditions s'enrichissaient, et les tables des fêtes devenaient le reflet d'une société en mouvement. À travers ces célébrations culinaires, on peut observer la manière dont la gastronomie médiévale était bien plus qu'un simple acte de manger. Elle était un acte social, un moyen de relier des communautés, de marquer des moments importants de la vie et de célébrer la richesse des produits de la terre. Dans un monde où la survie était souvent précaire, les fêtes représentaient une pause bienvenue, une occasion de festoyer, de rire et de partager des mets préparés avec soin. Ainsi, chaque assiette dressée sur la table des convives portait avec elle l'histoire d'une époque, d'une culture, d'un mode de vie et surtout d'un plaisir simple mais précieux, celui de partager un bon repas. Les troubadours, ces poètes et musiciens du Moyen Âge, ont su capturer l'essence de leur époque à travers des vers empreints de passion et de mélancolie. Mais au-delà des thèmes d'amour et de chevalerie, leur œuvre nous offre un aperçu fascinant de la culture alimentaire du XIIIe et XIVe siècle. En effet, la nourriture, loin d'être un simple besoin biologique, est un symbole de statut, de convivialité et même d'identité régionale. Dans leurs poèmes et chansons, les troubadours ont mêlé gastronomie et poésie,
révélant ainsi une culture gourmande, riche et variée. Les vers des troubadours évoquent souvent des festins somptueux, où l'abondance des mets est célébrée. Ces banquets, véritables spectacles en soi, étaient l'occasion de montrer son statut social. Le choix des aliments et leur présentation étaient des marques de distinction. Le vin, en particulier, occupait une place centrale dans ces réjouissances. Les troubadours ne manquent jamais de mentionner ce nectar divin, en louant ses vertus et ses effets sur les cœurs. Ces célébrations de la boisson sont souvent accompagnées d'images de tables ornées de plats raffinés, tel un tableau où se mêlent couleurs et saveurs. Parmi les ingrédients les plus prisés, on retrouve la viande, qu'elle soit rôtie, empâtée ou en civet. Les troubadours parlent de faisan, de perdrix, de sanglier et même de gibier extravagant. Ces mets délicats étaient souvent réservés aux classes supérieures, car leur préparation demandait du temps et des compétences culinaires que peu de gens possédaient. En revanche, les poètes n'hésitent pas à évoquer des plats plus rustiques, témoignant ainsi d'une sensibilité pour les différentes couches de la société. Après tout, un bon plat de légumineuses ou de pain frais a aussi sa place, et ces références rappellent que la gastronomie n'était pas l'apanage des nobles. Les fruits et légumes, quant à eux, sont également mis en avant. Les troubadours louent les cerises, les poires et les figues, souvent en lien avec des symboles amoureux. Ce jeu entre la nourriture et l'amour est omniprésent. Une poire juteuse peut devenir une métaphore de la beauté d'une dame, tandis que le vin est le compagnon idéal d'une déclaration enflammée. Ainsi, les aliments ne sont pas seulement des éléments de plaisir gustatif, mais des vecteurs de sentiments et d'émotions. L'herboristerie trouve également sa place dans les vers des troubadours. Les épices, considérées comme des trésors, sont souvent mentionnées. Le poivre, la cannelle, le clou de girofle, toutes ces épices exotiques étaient prisées non seulement pour leur saveur, mais aussi pour leurs propriétés médicinales. Les troubadours ne manquent pas de faire référence à ces mélanges aromatiques qui apportent une touche d'exotisme au plat. À une époque où les échanges commerciaux commençaient à s'intensifier, ces épices symbolisent une certaine richesse, tant matérielle que culturelle. Il convient également de mentionner l'importance des saisons dans la cuisine médiévale. Les troubadours évoquent souvent les plaisirs de l'été, avec ses récoltes abondantes, et les plaisirs d'un bon pot-au-feu hivernal. Cette attention portée aux saisons témoigne d'une connaissance fine des cycles naturels et d'une relation respectueuse envers la terre. Ils célèbrent les fruits de la moisson, tout en faisant l'éloge des plats réconfortants que l'on partage autour du feu quand les jours raccourcissent. La convivialité est au cœur des célébrations évoquées dans les textes. Les troubadours parlent de compagnonnage et d'amitié, de rire et de chant autour d'une bonne table. Les repas sont des moments de partage où les tensions s'apaisent et où les liens se tissent. Les mots choisis par ces poètes montrent que la nourriture est un moyen de rassembler, de créer des souvenirs et de tisser des alliances. Ainsi, les festins deviennent des scènes de vie, où la gastronomie s'entremêle avec la sociabilité. En outre, les troubadours, par leur influence, ont contribué à faire évoluer les pratiques culinaires de leur temps. Leurs chansons, diffusées de château en château, ont sans doute joué un rôle dans la préservation et la transmission des recettes. Les plaisirs de la table devenaient ainsi un sujet de conversation, une manière de se connecter aux autres. Leurs poèmes ont permis de populariser des plats, d'enrichir le vocabulaire culinaire de l'époque et de faire entrer la cuisine dans le domaine de l'art. Il est intéressant de noter que ces références alimentaires ne sont pas exemptes d'une certaine ironie. Les troubadours, fins observateurs de leur société, ne manquent pas de critiquer les excès et les travers de leurs contemporains. Dans certains poèmes, ils évoquent avec dérision les gloutons et les gourmands, tout en prônant une certaine modération. Cette dualité entre célébration de la nourriture et mise en garde contre ses abus reflète une sagesse intemporelle, une invitation à apprécier les plaisirs de la vie, tout en gardant un œil critique sur ses excès. En conclusion, à travers les poèmes et les chansons des troubadours, nous découvrons une culture gourmande foisonnante, riche en symboles et en émotions. Ces artistes ont su transformer la nourriture en poésie, élevant les plaisirs de la table au rang d'art.
Leurs œuvres demeurent un témoignage précieux de la vie quotidienne au Moyen Âge, mais aussi une source d'inspiration pour les générations futures. Alors, la prochaine fois que vous savourez un bon plat, pensez à ces troubadours qui, il y a plusieurs siècles, chantaient déjà les délices de la table. Après tout, au-delà des siècles, la quête du bon goût et du partage reste universelle. À travers les âges, la cuisine a toujours été bien plus qu'une simple nécessité quotidienne. Elle est le reflet d'une culture, d'une époque, et surtout d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Dans le contexte médiéval, où l'écrit n'était pas encore accessible à tous, la transmission des savoirs culinaires se faisait avant tout de manière orale et pratique. Les cuisines des châteaux, des monastères et même des simples foyers étaient des lieux d'apprentissage et de partage. Imaginez une jeune fille, entourée de femmes de sa famille, observant avec attention les gestes de sa mère ou de sa grand-mère. Chaque mouvement est chargé de sens. Un coup de couteau précis, un mélange délicat d'épices, ou encore le moment crucial de la cuisson. Ces gestes, répétés des milliers de fois, deviennent une seconde nature. C'est ainsi que se construisent les bases d'une transmission qui ne s'arrête jamais, mais évolue plutôt au fil des générations. Le rôle des femmes dans cette transmission est fondamental. Dans une société où les hommes étaient souvent occupés par des tâches extérieures, elles prenaient en main la gestion des cuisines. Les recettes, souvent gardées secrètes, étaient des trésors de famille, des héritages que l'on chérissait et que l'on embellissait au fil du temps. La cuisine médiévale était un art, et chaque cuisinière se devait d'y apporter sa touche personnelle. Les recettes n'étaient pas figées, mais vivaient, se transformant selon les ingrédients disponibles, les saisons et les goûts des convives. Les livres de cuisine, bien que rares à l'époque, commencent à apparaître à la fin du Moyen Âge. L'un des plus célèbres, le Viandier de Taïwan, compile des recettes et techniques, mais il ne fait que capturer un savoir déjà bien ancré dans la tradition orale. Ces ouvrages ont souvent été écrits par des chefs de cuisine au service de nobles, mais ils ne reflètent qu'une partie de la richesse culinaire des classes populaires. La cuisine paysanne, par exemple, se caractérisait par son ingéniosité et son adaptation aux ressources locales. Les plats étaient souvent simples, mais savoureux, et chaque village avait ses spécialités. La transmission des savoirs ne se limitait pas à la famille. Les cuisines des grands seigneurs et des monastères étaient des lieux de rencontre où des cuisiniers itinérants, appelés mangeurs de l'Église, apportaient avec eux des techniques et des recettes d'autres régions. Cette mobilité des cuisiniers favorisait un véritable échange culturel, permettant d'enrichir les pratiques culinaires locales. C'est ainsi qu'une épice rare pouvait faire son apparition dans un plat traditionnel, transformant la gastronomie de la région. Les foires et marchés médiévaux étaient également des lieux de partage. Les artisans, boulangers, fromagers et charcutiers présentaient leurs produits, mais ils échangeaient aussi des recettes et des astuces. Le goût des gens évoluait, et avec lui, les techniques culinaires. La curiosité des cuisiniers, leur désir d'innover, a été un moteur essentiel dans cette transmission. Les monastères, en particulier, jouaient un rôle crucial dans cette dynamique. Ils n'étaient pas seulement des centres de prière, mais aussi de production alimentaire. Les moines cultivaient des jardins, élevaient des animaux et expérimentaient de nouvelles recettes. L'abbaye de Saint-Gall en Suisse, par exemple, est célèbre pour ses jardins médicinaux et ses recettes de plats à base de légumes et d'herbes. Les moines rédigeaient des traités sur l'agriculture et la cuisine, contribuant à la préservation et à la diffusion des savoirs. Dans les cuisines des châteaux, les chefs étaient souvent des artistes, mêlant créativité et technique. Ils savaient adapter les recettes pour les rendre plus raffinées, tout en conservant leur essence. Les banquets, véritables spectacles gastronomiques, étaient l'occasion de montrer leur habileté. La présentation des plats, leur décoration, tout était soigneusement pensé pour impressionner les invités. Ces pratiques se transmettaient de maître à apprenti, dans un processus de mentorat qui forgeait des générations de chefs. Cependant, cette transmission n'était pas sans défi. La guerre, la peste et d'autres calamités ont parfois mis en péril ces savoirs. Les périodes de crise entraînaient des pénuries alimentaires et des changements dans les techniques de cuisine.
Les recettes devaient s'adapter aux circonstances et certaines traditions ont pu disparaître. Mais là encore, la résilience des cuisiniers médiévaux a permis une continuité, malgré les bouleversements. Enfin, il est essentiel de mentionner l'importance des échanges commerciaux dans la transmission des savoirs. Le commerce des épices, qui a connu un essor considérable au Moyen Âge, a introduit de nouvelles saveurs dans la cuisine européenne. Les marchands, véritables passeurs de culture, ont permis l'émergence d'un véritable métissage culinaire. Les recettes se sont enrichies d'influences orientales, mais aussi africaines, à travers les routes commerciales. Les plats qui en résultaient étaient souvent le reflet d'un monde en mouvement, où la cuisine devenait une véritable mosaïque de traditions. Ainsi, la transmission des savoirs culinaires au Moyen Âge est un phénomène complexe, riche et dynamique. Elle illustre combien la cuisine, loin d'être un simple acte de préparation, est le fruit d'un héritage collectif, d'une mémoire vivante et d'une quête incessante de créativité. Les recettes, les techniques et même les histoires qui les accompagnent continuent de résonner en nous aujourd'hui, rappelant que chaque plat a une histoire à raconter. Dans ce voyage à travers le temps, nous découvrons que la cuisine médiévale est bien plus qu'un simple repas. Elle est une véritable aventure humaine. La cuisine médiévale, souvent perçue comme un monde lointain, peuplé de festins extravagants et de plats exotiques, a pourtant laissé une empreinte indélébile sur notre gastronomie contemporaine. Pour beaucoup, elle représente un temps révolu, où les nobles se repaissaient de viande rôtie, de fruits confits et de pain de seigle, tandis que les paysans se contentaient de soupe et de bouillie. Mais si l'on gratte un peu la surface de cette période, on découvre une richesse insoupçonnée, un véritable laboratoire culinaire qui a façonné nos habitudes alimentaires modernes. À l'aube du Moyen Âge, la cuisine était avant tout fonctionnelle. Les ingrédients étaient souvent locaux et de saison. Une pratique qui, ironie du sort, revient en force aujourd'hui avec le mouvement de la ferme à la table. Les paysans cultivaient des légumes, élevaient des animaux et se livraient à la pêche, tout en respectant le rythme des saisons. Les nobles, quant à eux, avaient accès à une palette beaucoup plus variée d'ingrédients grâce à des échanges commerciaux étendus. Ces pratiques ont jeté les bases d'une gastronomie qui valorise le terroir et la saisonnalité, des concepts que nous chérissons aujourd'hui. L'un des aspects les plus fascinants de la cuisine médiévale est son approche audacieuse des saveurs. Les épices, importées d'Orient, étaient très prisées et souvent utilisées avec parcimonie, un luxe réservé à l'aristocratie. Le poivre, la cannelle, le clou de girofle et le gingembre ont non seulement transformé le goût des plats, mais ont également joué un rôle clé dans le développement des routes commerciales. Ce goût pour l'exotisme perdure dans notre cuisine moderne, où les saveurs du monde entier s'entrelacent dans nos recettes quotidiennes. Qui d'entre nous ne se laisse pas séduire par un curry aux épices variées ou un plat d'inspiration méditerranéenne? Les techniques de conservation également sont issues des pratiques médiévales. Le salage, le fumage et la fermentation étaient des méthodes essentielles pour préserver les aliments, surtout durant les longs mois d'hiver. De nos jours, alors que nous cherchons à réduire le gaspillage alimentaire, ces techniques font un retour en force. La fermentation en particulier est célébrée pour ses bienfaits sur la santé et son goût unique, que ce soit dans des produits comme le kimchi ou le kombucha. Nos ancêtres médiévaux, sans le savoir, ont jeté les bases d'une cuisine durable. Les recettes médiévales, souvent transmises de génération en génération, ont également inspiré une multitude de plats contemporains. Prenons par exemple le fameux potage, un plat de base qui a évolué au fil des siècles et qui trouve encore sa place dans nos cuisines modernes sous la forme de soupe et de velouté. L'utilisation de céréales, de légumes et de viande dans une seule préparation témoigne d'une approche holistique de la nourriture qui privilégie l'équilibre et la satiété. Les soupes, qui étaient autrefois un moyen de nourrir les familles nombreuses, sont devenues des plats réconfortants, synonymes de convivialité. Il est également intéressant de noter l'importance des banquets médiévaux, qui, bien plus qu'un simple rassemblement autour de la table, étaient des événements sociaux et politiques cruciaux. Ces rassemblements, où l'on se délectait de mets raffinés,
posait les bases des repas familiaux que nous connaissons aujourd'hui. Le repas, à cette époque, était un moment de partage et de célébration, une tradition que nous continuons de chérir dans nos fêtes et nos dîners en famille. La littérature culinaire médiévale, quant à elle, est un véritable trésor. Des manuscrits comme le Viandier de Taïwan ou le Livre de la cuisine montrent une sophistication insoupçonnée, révélant non seulement des recettes, mais aussi des conseils sur la présentation des plats et l'art de la table. Ces écrits ont influencé des générations de chefs, et certaines de leurs idées, comme l'importance de la présentation, trouvent encore écho dans les cuisines modernes. Qui aurait cru que les racines de ces pratiques raffinées remontent à des siècles en arrière? En examinant l'héritage de la cuisine médiévale, il est impossible de ne pas évoquer la notion de convivialité. À une époque où les échanges sociaux se faisaient autour de la table, la nourriture devenait un vecteur de lien social. Aujourd'hui, alors que nos vies modernes sont souvent rythmées par des emplois du temps chargés, le repas reste, pour beaucoup, un moment privilégié de partage. Le retour au dîner en famille, au barbecue entre amis ou au repas communautaire témoigne de cette quête de connexion humaine, un besoin qui, malgré les siècles, demeure intemporel. En somme, la cuisine médiévale, loin d'être une simple curiosité historique, est une source d'inspiration inépuisable pour notre gastronomie contemporaine. Elle nous rappelle que, même si le monde évolue, nos besoins fondamentaux en matière de nourriture, de partage et de convivialité restent constants. Dans un monde où l'authenticité et la durabilité sont des valeurs de plus en plus prisées, nous pouvons remercier nos ancêtres médiévaux pour avoir ouvert la voie. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez à table pour savourer un bon plat, n'oubliez pas que vous participez à une tradition qui remonte à des siècles, un héritage culinaire que nous continuons à enrichir chaque jour.